Bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'on a déjà pas mal de monde qui sont arrivés. On va pouvoir commencer. Donc, je suis Maïlis Moreau, coordinatrice eau et milieu aquatique au sein de France Nature Environnement Occitanie-Pyrénées, qui est une fédération d'associations de protection de la nature et de l'environnement. Donc, bienvenue à tous sur ce webinaire sur le prix de l'eau pour le particulier. Pour faciliter la présentation, je vous invite à bien vouloir couper vos micros. Il y aura des temps de questions-réponses aussi qui seront prévus au cours du webinaire, donc vous pourrez poser vos questions dans le chat à ce moment-là. Et pour information, donc, le webinaire est enregistré, donc il sera disponible en replay sur nos sites web et on enverra aussi aux participants les supports de présentation. Voilà, donc je vais commencer par quelques notions générales sur le financement, les financements sur le tarif de l'eau et la composition d'une facture. Et je laisserai ensuite la parole à nos intervenants, que je remercie vivement d'être présents et d'intervenir sur ce webinaire. Donc, on aura une présentation des différentes redevances et de leur évolution et des redevances collectées par l'Agence de l'eau, avec l'intervention de Sandrine Dupuis, directrice des redevances à l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Et dans une seconde partie de ce webinaire, on abordera la tarification progressive de l'eau à travers le retour d'expérience de deux collectivités, donc avec l'intervention de Stéphane Molinas, qui est directeur finance usagée à la Régie de l'eau Montpellier-Méditerranée Métropole, et de Marianne Péricois-Marcé, qui est chargée des relations institutionnelles à la Direction générale de la Régie de l'eau de Bordeaux Métropole. Donc pour commencer, vous dire deux mots sur le programme Sentinelle de l'eau dans le cadre dans lequel ce webinaire est rendu possible. Donc c'est un programme qui est soutenu par l'Agence de l'eau Adour-Garonne notamment. Il est déployé sur l'ensemble du bassin Adour-Garonne par donc, les deux fédérations France Nature Environnement Occitanie-Pyrénées et FNE Nouvelle-Aquitaine. Et donc à travers ce programme, on vous propose différents ateliers, des formations en présentiel sous forme de webinaires aussi, des animations, séminaires aussi plus grand format en présentiel. On anime aussi le réseau Eau Adour-Garonne et on diffuse une lettre réseau sur l'ensemble du bassin Adour-Garonne, sur les actualités du bassin. Donc, vous pourrez vous y abonner si vous le souhaitez. Il y aura le lien en fin de diapositive. Et donc, c'est dans le cadre de ce programme qu'on peut diffuser ce webinaire. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, j'avais une petite question préalable pour savoir si vous connaissiez le prix de l'eau, le prix moyen du mètre cube d'eau en France. Donc, je vous invite à répondre rapidement dans le chat. Hein. L'idée, ce n'est pas d'analyser les résultats via un sondage Zoom. Pour savoir si donc, on se situe au-delà de 8,60 € le mètre cube, si on est plutôt aux alentours de 4,52, 2,21 ou si l'eau est gratuite. Donc, je vous laisse un petit temps pour répondre. J'en profite pour vous montrer aussi, donc, vous partager une carte interactive sur le prix de l'eau qui est proposée par l'Observatoire national des services publics d'eau et d'assainissement, le CISPA. Donc, on peut, sur cette carte, retrouver en fait le prix de l'eau potable, le prix des services d'assainissement aussi, ou le prix global de l'eau sur les territoires, donc que ce soit communes, départements, régions. Donc, vous avez un petit indice sur l'Occitanie. Et pour vous donner la réponse à la question sans plus attendre, donc c'était la réponse numéro 2 qui est attendue. Selon le CISPA, au 1er janvier 2023, donc le prix moyen global de l'eau du mètre cube était de 4,52. Donc c'est calculé sur une consommation annuelle de référence de 120 mètres cubes d'eau qui correspond à la consommation d'un foyer moyen. Et donc, pour avoir les ordres de grandeur sur le bassin Adour-Garonne, le prix du mètre cube d'eau était de 4,60 aussi au 1er janvier 2023. Donc, ça correspond pour un foyer moyen du bassin à un coût mensuel de 46 € ou sur l'année environ 550 €. Donc, voilà, cette petite question pour partir un petit peu sur des bases communes et relever aussi le fait qu'on aurait pu répondre par la quatrième réponse, le fait que l'eau est gratuite en France, parce que comme vous le savez, c'est un bien commun et qu'effectivement, à travers notre facture, ce n'est pas vraiment l'eau qu'on paye, mais c'est aussi et surtout les services liés à sa potabilisation et son assainissement. Donc, on verra un petit peu dans la suite quelles sont les étapes et ce qui est financé par notre facture. Donc, je vais commencer par vous détailler un petit peu les acteurs du financement de l'eau. Ensuite, on verra justement en revue un petit peu les étapes qui sont financées par notre facture et comment ça se traduit dans la facture, justement, les différentes rubriques. Donc, concernant les acteurs, on a trois types d'acteurs qui sont rémunérés par notre facture. On a tout d'abord les collectivités qui peuvent se regrouper en syndicats, les délégataires, les entreprises privées,
et les organismes publics de l'eau qui collectent les redevances sur notre facture et qui les redistribuent ensuite sous forme d'actions, d'aide pour les actions prioritaires. Donc en France, les compétences eau et assainissement, elles ressortent de la responsabilité des collectivités. Donc ça peut être les intercommunalités ou des communes. C'est un sujet d'actualité parce que la loi NOTRe avait rendu obligatoire justement le transfert de la compétence des communes aux intercommunalités. Mais au vu des difficultés de certaines collectivités, il y a une proposition de loi qui a été adoptée par le Sénat fin 2024 et qui passera à l'Assemblée nationale début mars, qui permettrait aux communes qui n'avaient pas encore transféré la compétence à l'intercommunalité de la conserver. Donc les collectivités, elles choisissent soit de gérer le service en régie, soit de le déléguer à un opérateur privé. Il existe pour ça plusieurs formes contractuelles. La plus répandue, c'est le contrat de délégation en affermage, euh, délégation de service public. Donc, c'est-à-dire que l'opérateur privé a à charge un certain nombre d'investissements, mais la collectivité reste propriétaire des infrastructures. Donc, pour vous détailler un petit peu cette part publique-privée en France, donc je vous ai mis un petit graphique ici. On a environ la moitié sur les services d'eau potable, on a environ la moitié du pays qui est géré par les collectivités en régie et l'autre par le privé. Alors, c'est un gros environ. Si on considère un pourcentage de population desservie, on est sur 45% public, 55% privé. On voit que c'est plutôt des régies intercommunales que des communes sur le public. Et si on considère ça en termes de nombre de communes, on est plutôt sur du 54% public et 46% privé pour la partie distribution d'eau potable. On voit sur la partie privée qu'on a une partie du marché qui est très concentrée sur trois grosses entreprises que vous connaissez, qui sont Veolia, Suez et SOR. Elles représentaient 85% du chiffre d'affaires de la partie privée en 2022. Et après, sur la partie donc, publique de l'assainissement, donc là, on est plutôt. La gestion publique représente 59 à 63% de la population française desservie en 2020, selon France Eau Public. Et donc, depuis quelques années, on observe un retour à une gestion publique de l'eau pour beaucoup de collectivités. Donc, effectivement, c'est une question qui fait souvent débat dans les collectivités au moment de la renégociation des contrats, notamment avec les délégataires. Ça soulève le fait qu'un bien commun peut devenir une source de profit pour des entreprises privées et donc aussi des actionnaires, que les coûts sont souvent moins chers pour les régies parce qu'elles permettent un prix de l'eau qui correspond au coût du service seulement, sans marge de frais de siège ou de rémunération d'actionnaires. On a l'exemple de Paris qui a remunicipalisé la gestion de l'eau en 2010 à Eau-de-Paris et qui a vu son prix de l'eau baisser de 8%, donc c'est non négligeable. Et d'un autre côté, on a des délégataires qui vont justifier un prix de l'eau plus élevé de leurs prestations par le fait qu'ils gèrent des réseaux souvent plus complexes que ceux des régies publiques et qui justifient parfois d'une meilleure qualité de service, moins de fuites et des solutions plus poussées. Donc c'est vrai que c'est une question qui revient souvent dans les collectivités. Je voulais aborder avec vous aussi deux principes fondamentaux qui structurent le financement de la gestion de l'eau. Le premier, c'est l'eau paye l'eau. Il est inscrit dans le Code général des collectivités territoriales et il impose que les budgets des services publics soient équilibrés en recettes et en dépenses et que du coup les services soient financés par les usagers. Et le deuxième, c'est le principe du pollueur-payeur inscrit dans le Code de l'environnement qui dit que les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur. Donc ce principe, il est mis en œuvre au travers de taxes et de redevances sur les activités et les usages qui sont susceptibles de générer une pollution des milieux aquatiques. Et ils servent après à financer des actions de réduction de la pollution et de gestion durable de l'eau. Donc le particulier en fait partie et donc on verse des redevances notamment à l'agence de l'eau euh, sur cette partie-là. Mais il n'y a pas que le particulier, il y a aussi les usagers industriels, agricoles. Donc on voit sur ce schéma qu'ils payent aussi des redevances de type pollueur-payeur. Donc on peut se demander comment sont réparties les contributions en fonction des usagers. Donc l'agence de l'eau évoquera ces questions-là d'équilibrage de l'origine des contributions avec la réforme des redevances notamment juste après. Donc ça, c'était pour la partie acteurs. Et on va voir aussi rapidement les services que permettent de financer notre facture d'eau. Donc il y a quatre grands services, tout ce qui est production, stockage et distribution d'eau potable, et collecte, transport des eaux usées et leur traitement. Donc, sur la partie production, l'eau, elle est captée dans les cours d'eau, les retenues, les nappes et transportée jusqu'au site de traitement pour être rendue potable. Ce qui va coûter ici, ça va être la réalisation et l'exploitation des ouvrages de prélèvement et de traitement de l'eau. Tout ce qui va être aussi contrôle de la qualité de l'eau produite,
la protection contre les pollutions aussi. Il y a des parcelles à protéger autour des captages, ça a un coût. Au niveau du stockage et de la distribution, donc, elle est stockée dans les réservoirs et acheminée vers les points d'utilisation. Donc, il va y avoir tout ce qui est création et renouvellement des réseaux et des réservoirs. Euh, Tout ce qui est aussi la recherche et réparation de fuites, contrôle de la qualité de l'eau distribuée. Il y a des analyses qui sont faites aussi à ce niveau-là. Et une fois utilisées, donc en aval, les eaux sont collectées et transportées vers les stations d'épuration. Donc là, les coûts principaux ils vont être dus aux investissements dans la création et le renouvellement des réseaux de collecte et de transport. Mais aussi tout ce qui est donc pour les communes, enfin les collectivités qui ont des réseaux en séparatif, ça veut dire qu'au contraire des réseaux unitaires, elles vont avoir deux réseaux, un réseau de collecte pour les eaux pluviales et un réseau de collecte pour les eaux usées. Donc ça va demander aussi plus d'entretien, même si ça a des avantages par ailleurs en cas de crue ou en termes d'épuration. C'est un coût plus élevé au niveau de l'entretien des réseaux. Et sur la partie traitement des eaux usées, donc on va avoir tout ce qui est construction, modernisation, exploitation des stations d'épuration et surveillance aussi des rejets de l'eau dans le milieu naturel. Voilà, donc on a vu sur la carte tout à l'heure qu'il y avait des différences selon les territoires, donc qui peuvent s'expliquer par plusieurs facteurs. Il y a notamment l'accessibilité de la ressource qui peut être plus ou moins éloignée, plus ou moins en profondeur si on puise dans les nappes, plus ou moins polluée aussi. Si on s'approvisionne plutôt dans les eaux de surface, ça nécessite habituellement des traitements plus conséquents que dans les eaux souterraines. Ça dépend des conditions d'acheminement et de collecte, s'il y a besoin de pompage ou non. De la sensibilité du milieu récepteur aussi aux eaux usées, qui est amplifiée avec les changements climatiques et les périodes de sécheresse. Quand il y a moins d'eau, il y a moins d'effet de dilution des polluants et donc ça nécessite plus de coûts investis dans le traitement. Ça dépend bien sûr de la densité de la population, des longueurs de réseau aussi. Il y a plus de linéaires dans les milieux ruraux, donc il y a plus de coûts aussi à ce niveau-là. Et bien sûr de la politique de financement des travaux. Et on observe voilà, une augmentation du prix de l'eau d'année en année qui peut s'expliquer par justement le fait que les collectivités doivent investir de plus en plus dans l'interconnexion des réseaux entre eux, la réparation de fuites, aussi dans des techniques de traitement plus coûteuses du fait des activités humaines, de la pollution, du changement climatique. Voilà. Donc ça, c'était pour les étapes qu'on finance à travers notre facture. Donc elles se traduisent effectivement dans la facture. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de regarder plus en détail votre facture. Il y a des éléments qui sont obligatoires. Donc au recto, on a souvent les informations sur notre dossier, la consommation, avec la référence client, le contact du délégataire ou de la régie de l'eau, le montant à régler et des informations sur la consommation de l'eau. Et au verso, on va avoir tout ce qui est fiche identité du compteur et le relevé du compteur pour le calcul de la consommation. Et trois rubriques aussi obligatoires concernant la distribution de l'eau, la collecte et traitement des eaux usées, donc qui traduisent les étapes qu'on vient de voir, et aussi les redevances et taxes qui sont versées aux organismes publics. Donc, concernant la composition du prix de l'eau, selon l'Office international de l'eau en 2024, donc ça c'est assez homogène sur les collectivités, on a environ 38% de notre facture qui sert à financer le service public de l'eau potable, 40% pour les services de collecte et de traitement des eaux usées et 22% pour les redevances et taxes. Et si on s'intéresse un peu de plus proche à ces deux premières rubriques notamment, on voit qu'on a pour à chaque fois un abonnement, une part fixe, donc qui sert à assurer les frais de la gestion du service, les relevés au compteur par exemple, l'amortissement aussi des infrastructures, enfin tous les coûts qu'on vient de voir, de passer en revue. Et une partie aussi variable qui est liée à la consommation relevée au compteur et qui peut faire l'objet d'une tarification progressive, comme on va le voir avec le témoignage des deux collectivités. Et on a à chaque fois le détail des sommes qui reviennent à chaque acteur, donc collectivité ou délégataire, le cas échéant. Et donc, pour le cas particulier de l'assainissement non collectif ou autonome qui concerne les habitations qui ne sont pas raccordées au réseau public de collecte, chaque habitation va traiter ses eaux usées à l'aide de dispositifs individuels, fosses septiques ou micro-stations d'épuration. Et donc, il bénéficie du SPANC, le service public d'assainissement non collectif, qui contrôle la conformité et le bon fonctionnement des installations. Donc, le SPAN qui peut aussi, de manière facultative, proposer des services d'entretien des installations, c'est selon les collectivités. Donc, dans ces cas-là, le coût va être aussi plus élevé. Sinon, l'entretien revient au particulier et ça a aussi un coût élevé très souvent. Et donc, c'est souvent sur une facture distincte ou parfois aussi, ça peut être intégré à la facture. On voit aussi que donc,
l'État prélève sa part sur chaque ligne de la facture, y compris sur les redevances aux organismes publics. Et donc, on a un taux de TVA de 5,5% qui s'applique pour le service d'eau potable. Et pour le service d'assainissement, il a été majoré à 7% en 2010 et à 10% depuis 2012. Et donc, on a cette troisième rubrique qui concerne les organismes publics et qui détaille les redevances. Donc, pour ça, je vais laisser la parole à Sandrine Dupuis de l'Agence de l'eau pour détailler un petit peu plus les redevances et leur évolution depuis la réforme au 1er janvier 2025. Je vais arrêter mon partage d'écran. Bonjour à tous. Donc, je vais essayer de partager donc, du coup, mon écran. Peut-être. Est-ce que vous voyez bien mon partage d'écran? Oui, parfait. Par contre, c'est pas en mode présentation pour l'instant. Oui, je vais lancer ma présentation là, Super. si ça va bien. Voilà. Bon, je vais repartir du début quand même, ça sera mieux. Voilà. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment les redevances de l'agence au travers des factures d'eau, mais avec quand même un petit rappel de l'évolution des redevances entre ce qu'il y avait sur les factures jusqu'au 31 décembre 2024 et les évolutions de redevances à partir du 1er janvier 2025. Donc d'abord, on rappelle, les redevances qui apparaissent sur la facture 2, ce sont bien des composantes c'est une composante du prix de l'eau. Donc ça rentre dans le prix global de l'eau. Et l'ensemble des redevances qui sont perçues par l'agence de l'eau, donc pas seulement celles qui sont sur la facture d'eau, mais celles qui peuvent être payées directement par des industriels, par les agriculteurs ou par d'autres activités, permettent de soutenir le financement des actions, comme a dit tout à l'heure Maëlys. L'objectif, c'est vraiment d'améliorer la gestion quantitative et qualitative de l'eau sur le bassin Adour-Garonne, et chaque agence intervient sur son bassin avec ses propres modalités, et la restauration des milieux aquatiques. Vous avez sur cette diapo, donc vous aurez le support à disposition, hein, donc vous pourrez regarder un petit peu plus en détail. En fait, d'où proviennent les redevances, c'est-à-dire quelle est la part payée par chaque catégorie de redevables, en fait, dans la contribution, voilà, en pourcentage, hein, puisque c'est ramené à 100 euros. Et en contrepartie, à quoi servent ces redevances et sous quelle forme d'aide elles sont versées et à quels bénéficiaires. Donc la réforme des redevances qui est intervenue, donc qui a été construite sur plusieurs années, qui est rentrée en vigueur au 1er janvier 2025. Elle présente des évolutions donc qui seront visibles sur la facture d'eau, avec comme objectif d'envoyer un signal prix accru sur la performance des services d'eau potable et d'assainissement, notamment au travers de redevances qui vont être modulées en fonction des performances et des services. Et ensuite, elle concerne l'ensemble des usagers qui bénéficient d'une distribution d'eau potable, alors que auparavant, la redevance de pollution qui était basée sur les mètres cubes d'eau potable ne concernait que certains usagers. Et donc, elles sont toutes désormais regroupées dans la rubrique organismes publics, donc comme dans l'exemple qui était présenté précédemment, et donc elles figurent sur la facture d'eau. Ce qui a changé, vous avez sur cette diapositive, entre ce qu'il y avait sur les factures, enfin, comme redevance, c'est pas sur la facture d'eau, mais comme redevance jusqu'au 31 décembre 2024 et ce qu'il y a à partir du 1er janvier 2025. Ce qui est encadré en noir, ce sont les redevances qui apparaissent sur la facture d'eau. Donc, vous voyez qu'il y en a d'autres qui sont payées, comme je disais tout à l'heure, directement à l'agence sans passer par le biais de la facture d'eau. Donc, jusqu'au 31 décembre 2024, sur la facture d'eau, il y avait une redevance de pollution domestique qui était basée sur les mètres cubes d'eau potable, une redevance de modernisation des réseaux de collecte qui était payée dans l'objectif de financer les actions pour l'amélioration de ces réseaux et qui était payée uniquement par les abonnés qui bénéficiaient du service d'assainissement. Et il y avait la redevance de prélèvement qui demeure après le 1er janvier 2025, mais avec une petite modification puisqu'il n'y a plus de majoration, ce qu'on appelait la majoration Grenelle. C'est une majoration qui était liée aux performances des réseaux.
puisqu'elle est désormais introduite dans la redevance de performance eau potable. Donc, depuis le 1er janvier 2025, donc pour les factures vont être produites petit à petit, le rythme de facturation dépend de chaque collectivité ou de chaque délégataire, mais vont apparaître sur les nouvelles factures à partir du 1er janvier 2025, une redevance de consommation sur l'eau potable qui est vraiment payée par tous les usagers, tous les abonnés qui ont une distribution d'eau potable, une redevance de performance assainissement et une redevance de performance eau potable. Et là, je vais vous détailler un petit peu plus ces redevances-là. Disparaît aussi la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, donc celle que vous avez là qui était payée par les industriels. Celle-là disparaît totalement. Par contre, les industriels raccordés à un réseau d'assainissement collectif paieront la redevance de performance assainissement. La redevance de pollution non domestique qui est payée directement par les industriels au-delà d'un certain seuil de pollution continuera à être payée directement à l'agence. Et l'introduction, en fait, la prise en compte de la performance dans le calcul des redevances vient du fait qu'il y a une suppression de ce que versait auparavant l'agence de l'eau aux collectivités en fonction des résultats de leur performance épuratoire et que l'on appelait une prime pour performance épuratoire qui est désormais supprimée. Donc, ce qui est important pour comprendre en fait une redevance, ce qui est important, c'est de connaître le fait générateur de la redevance. Et sur les 4 redevances qui peuvent apparaître sur la facture d'eau, en fait, la redevance prélèvement, elle est vraiment liée au fait générateur de prélever l'eau dans le milieu naturel, ce qui fait qu'elle est moins disponible cette eau pour d'autres usages. La redevance de consommation d'eau potable, elle taxe le fait de consommer, d'utiliser de l'eau potable qui de fait ne devient plus potable après cet usage. La redevance de performance d'eau potable, elle taxe les collectivités, ça c'est important. Le redevable, c'est bien la collectivité, en fonction de la performance et des systèmes de distribution d'eau potable, et elle tient compte notamment des fuites d'eau. Ce n'est pas le seul paramètre qui est pris en compte pour évaluer la performance, mais c'est quand même un paramètre important. Et ensuite, la redevance de performance assainissement, elle va taxer les collectivités en fonction des performances du système d'assainissement. Voilà. Et donc, c'est ce qui engendrera une modulation. Sur la facture d'eau, en fait, voilà, je vais vous présenter de manière schématique les évolutions. Donc, ce qu'il y avait jusqu'au 31 décembre 2024, ce sont alors, la redevance de prélèvement qui existait jusqu'à présent et qui continue à être mise en place, jusqu'à présent, elle figurait souvent dans la rubrique distribution de l'eau et non pas dans la rubrique organisme public. Ça sera un changement dans les factures qui seront émises à partir du 1er janvier 2025. Et il y avait 2 lignes, la lutte contre la pollution, qui était versée à l'agence de l'eau, et la modernisation des réseaux de collecte. Et donc, en fait, elles étaient versées respectivement par tous les abonnés au service d'eau potable, hormis ceux qui étaient, par exemple, les industriels qui payaient directement à l'agence une redevance de pollution n'étaient pas soumis à cette redevance de pollution via la facture d'eau. Et ceux qui l'étaient étaient plafonnés à 6 000 mètres cubes. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui va changer à partir de janvier 2025. Et la redevance de modernisation des réseaux qui était payée par les abonnés qui bénéficiaient du service d'assainissement et qui payaient la redevance d'assainissement et qui était basée sur la même assiette. À partir du 1er janvier 2025, donc toutes les redevances sont regroupées sous la rubrique organisme public. Donc là, si on détaille, parce que là c'est important de détailler un petit peu plus puisque ce sont celles qui vont apparaître. Donc la consommation d'eau potable, elle est payée par toute personne qui est abonnée au service d'eau potable. Alors, il y a une seule exception, ce sont les élevages qui ont un comptage spécifique de cette eau qui seront exonérés de cette redevance. Donc, toutes ces personnes abonnées au service d'eau potable seront assujetties à la redevance sur la consommation d'eau potable calculée sur la base du volume facturé et sur la totalité du volume facturé. J'insiste là-dessus parce que c'est un gros changement, notamment pour les industriels. Pour un particulier, le changement ne va pas être très important puisqu'il avait déjà la redevance de pollution domestique qui était basée sur les mètres cubes d'eau potable
Et en ce qui concerne le bassin d'Eau-Garonne, je vous montrerai tout à l'heure les tarifs qui vont être appliqués. La redevance de consommation d'eau potable va avoir un tarif à peu près identique à ce qu'était la redevance de pollution domestique. Donc, cette partie-là, pour un abonné, pour un usager domestique, ne va pas avoir d'incidence financière. Par contre, pour un industriel, oui. Ensuite, la performance des réseaux d'eau potable. Donc là, ce sont les communes ou les établissements publics compétents en matière de distribution d'eau potable qui seront les assujettis et les redevables de cette redevance. Elle tiendra compte du volume d'eau potable distribuée et de la performance du réseau de distribution. Par contre, même si c'est la collectivité qui est redevable, cette redevance, elle sera répercutée sur la facture de l'abonné puisqu'elle rentre dans la charge, en fait, la charge de service de la collectivité. Et donc, par rapport à ce qui était présenté tout à l'heure sur le fait qu'un service doit être financièrement équilibré, il y a forcément une répercussion de cette redevance sur la facture d'eau. Et il en sera de même pour la redevance de performance des systèmes d'assainissement collectif, où là, ce sont bien les communes qui ont la compétence quand je dis communes, ce sont les collectivités, les établissements publics qui ont la compétence en matière de traitement des eaux usées, qui seront les assujettis et les redevables. Donc là, cette redevance, elle sera modulée en fonction des performances du système d'assainissement et elle sera répercutée sur la facture des abonnés qui bénéficient du système d'assainissement. Donc, on peut considérer que celle-ci, quelque part, elle remplace la redevance de modernisation des réseaux de collecte qui existait auparavant, sauf que la redevance de modernisation des réseaux de collecte n'avait pas de modulation. Et ensuite, la redevance de prélèvement sur la ressource en eau, donc elle existait déjà, et donc là, de la même façon, elle est payée par toute personne qui prélève de l'eau dans le milieu naturel. Donc là, c'est encore la collectivité qui va payer cette redevance à l'agence de l'eau et qui va la répercuter sur l'abonné au prorata du volume d'eau distribué. Donc, par rapport à ce que je vous disais des différences entre, voilà, les redevables et les assujettis, qui paient quoi finalement à l'agence de manière directe ou de manière indirecte. Donc, vous avez ici l'ensemble des acteurs qui peuvent être concernés. Donc, on va partir de la droite de manière un peu inhabituelle. Donc, vous avez les abonnés domestiques ou assimilés domestiques, de même que les industriels qui sont raccordés à un système d'assainissement. Les industriels qui sont en rejet mixte, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois raccordés à un système d'assainissement, par exemple pour des eaux domestiques ou pour une partie de leurs eaux de process, mais qui ont aussi une partie de rejet direct au milieu naturel. Donc, rejet direct au milieu naturel, c'est en général via un système de traitement des eaux usées qui leur est propre. Hein. C'est pas un rejet de pollution directe sans traitement, bien sûr. Et ensuite, vous avez les industriels qui sont en rejet direct. Donc, tous ces acteurs vont payer, s'ils ont une distribution d'eau potable, ils vont tous payer la redevance de consommation via la facture d'eau. Et cette redevance sera payée par le distributeur à l'agence de l'eau. Ensuite, les industriels qui sont en rejet direct ou les industriels en rejet mixte sur la part qui est rejetée au milieu naturel vont payer directement à l'agence une redevance de pollution non domestique s'ils sont supérieurs à un certain seuil. S'ils sont en dessous du seuil, ils ne paieront plus de redevance de pollution. Ensuite, en matière de redevables auprès de l'agence, c'est-à-dire que les interlocuteurs de l'agence, ce seront les collectivités qui auront soit la compétence en distribution d'eau potable, soit la compétence en matière de traitement des eaux usées et qui paieront les deux nouvelles redevances que je vous ai présentées. Redevance performance eau potable, redevance de performance assainissement. Celles-ci, elles seront payées à l'agence par les collectivités. Par contre, elles seront répercutées sur la facture d'eau des usagers de ces services. Donc, il y a bien des redevances qui sont payées à l'agence, in fine, mais soit de manière directe, soit de manière indirecte. Donc, comment les redevances sont-elles calculées? Et notamment ces nouvelles redevances, bien sûr. Je ne reviens pas sur l'ancien dispositif. Donc, la redevance pour consommation d'eau potable, elle est relativement simple. Pour une année d'activité N, par exemple en 2025, on va regarder les mètres cubes d'eau potable qui ont été facturés au titre de l'année 2025, le tarif qui est fixé par l'agence de l'eau pour l'année 2025 et la redevance, c'est l'assiette fois le tarif.
Ce qui est important, ce qui est figuré dans une diapo précédente mais que je n'ai pas mentionné, c'est la date de la facturation qui détermine la redevance qui est à appliquer. Et notamment les redevances qui vont être établies en 2025, même si elles portent sur une partie de consommation d'eau qui a été qui relève de l'année 2024, elles se verront appliquer les nouvelles redevances. C'est la date de la facturation qui compte. Ensuite, vous avez la redevance de performance d'eau potable. Alors, ça peut paraître un peu complexe vu comme ça, mais je vais essayer de vous le simplifier. Donc, on a toujours une assiette, c'est un mètre cube d'eau potable et un tarif qui est fixé par l'agence de l'eau. Par contre, comme je le disais, cette redevance, elle va être modulée. C'est-à-dire qu'il va y avoir un abattement de cette redevance qui va être d'autant plus important que la performance du réseau d'eau potable va être bonne. Et la modulation, elle va varier de 1 à 0,2, c'est-à-dire qu'un redevable peut avoir une modulation, c'est-à-dire un abattement maximal de 80% de sa redevance si la performance du réseau est maximale. Voilà. Donc, pour évaluer cette modulation, il y a des critères. Il y a des critères qui vont être pris en compte par l'agence de l'eau, qui vont tenir compte à la fois de la performance et des modalités de gestion patrimoniale des réseaux. Donc, il y a 7 critères qui vont être pris en compte, ce qui permet en fait d'avoir un panel d'éléments qui permettent de mesurer la performance et la bonne gestion du réseau d'eau potable. Et donc, chaque critère donne lieu en fait à, on va dire, un bonus. C'est en quelque part, c'est ça. Et la modulation sera d'autant plus importante que que les critères seront respectés. Voilà. Donc voilà, je vous ai mis la formule de calcul parce que comme le diaporama vous sera mis à disposition, vous pourrez y revenir. Mais donc voilà, la redevance de performance d'eau potable, en fait, ça sera l'ensemble des volumes facturés en eau potable que multiplie le tarif, que multiplie le coefficient de modulation qui sera calculé sur la base de ces différents critères. Et il en va de même de la redevance de performance assainissement, où là, on va calculer la modulation, parce qu'une collectivité, en fait, peut avoir plusieurs, on va dire de manière schématique, plusieurs stations d'épuration. Donc, pour avoir un coefficient global pour tous les abonnés d'une même collectivité, on va calculer à l'échelle de chaque système d'assainissement forcément la modulation, mais on va regarder ensuite, on fera une modulation globale à l'échelle du service. Ça a été une demande forte pour que tous les abonnés d'une collectivité puissent avoir le même tarif, même s'ils ne sont pas raccordés à la même station d'épuration. Et donc là, il y a des examens de critères, entre 3 et 9 critères en fonction des tailles des stations d'épuration. Et de la même façon, à chaque fois qu'un critère est respecté, il y a un bonus qui va venir comme un abattement de la redevance et l'abattement maximal, il pourra être de 70%. Donc là, pour vous illustrer comment ça fonctionne, en fait, la redevance maximale, c'est l'assiette que multiplie le tarif. Alors, tarif, taux, c'est un vocabulaire qui, voilà, les deux termes peuvent être employés. C'est pour ça que des fois apparaissent les deux. Donc, en fait, si un service d'assainissement n'est pas du tout performant, ben, les abonnés, cette collectivité, les abonnés raccordés paieront une redevance maximale. C'est l'assiette que multiplie le taux. Il n'y aura absolument pas de modulation. Et ensuite, il y a plusieurs axes de modulation en fonction de de l'autosurveillance qui sera faite du système d'assainissement, de la conformité réglementaire et des performances même du système. Donc, vous voyez, il y a plusieurs critères qui sont mis en place. Chaque critère, c'est un bonus. Et au final, si tout est respecté, il y aura une redevance minimale. C'est-à-dire, la redevance ne sera jamais de zéro. Donc, pour la redevance de performance assainissement, au maximum, la collectivité paiera 30% de la redevance maximale. Voilà. Ce que je vous présente là, ce sont les tarifs des nouvelles redevances qui ont été votés pour le bassin Adour-Garonne. J'insiste bien Adour-Garonne puisque chaque bassin, chaque agence a fixé ses propres taux. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la redevance sur la consommation d'eau potable, le tarif qui va être appliqué, c'est 32 centimes d'euros par mètre cube.
pour vous donner le parallèle que je faisais tout à l'heure, la redevance de pollution domestique était à 33 centimes d'euros par mètre cube. Donc, c'est à peu près équivalent. Donc, sur cette partie consommation d'eau potable, il n'y aura pas une grosse variation, sauf pour les industriels. Les tarifs qui ont été votés par l'Agence pour les redevances de performance, ce sont les tarifs avant modulation, puisque la modulation va être propre à chaque collectivité et à chaque système, soit d'eau potable, soit d'assainissement. Donc là, vous avez les tarifs qui ont été votés, qui seront appliqués sur le bassin. Je vous ai mis sur la diapo suivante des exemples, voilà, les tarifs qui seront appliqués avec la modulation. Donc, redevance de consommation d'eau potable, il n'y a pas de modulation, c'est bien un tarif de 32 centimes d'euros par mètre cube. Par contre, sur la performance des réseaux d'eau potable, comme je vous le disais, il peut y avoir pas du tout de modulation si les performances sont très mauvaises ou une modulation maximale en cas de vraiment d'un très bon fonctionnement du réseau. Ce qui fait que le tarif, ça vous montre le côté incitatif que veut avoir cette redevance. Le tarif sur la consommation, la performance d'eau potable, il peut varier entre 14 centimes et 0,14 euros par mètre cube et 0,028 euros par mètre cube quand tu auras la modulation maximale. Donc, on voit que finalement, sur la facture d'eau, ça va quand même jouer. Et donc, ça va inciter les collectivités à améliorer les performances des réseaux. Il y a une petite spécificité pour 2025. Pour 2025, en fait, la modulation maximale est appliquée à tout le monde, à tous les services, puisque c'est la première année de mise en œuvre. Il n'était pas possible de prendre en compte les performances individualisées. Et donc là, le tarif, il sera pour tout le monde de 0,7 euros par mètre cube pour la redevance de performance des réseaux d'eau potable. Sur la redevance de performance assainissement, de la même manière, le tarif, il va pouvoir varier entre 0,25 euros par mètre cube au maximum et 0,075 euros par mètre cube en cas de performance maximale, avec pour l'année 2025 un tarif de 0,105 pour tout le monde. Ce qui fait qu'au total, pour un abonné qui va cumuler les trois redevances, c'est-à-dire un abonné qui est en assainissement collectif, le total des trois redevances va varier entre 0,71 et 0,42 euros par mètre cube en fonction des performances du système auquel il sera raccordé. Et à titre de comparaison, les redevances actuelles, quand on cumule pollution et modernisation des réseaux de collecte, ça représentait 0,58 euros par mètre cube. Donc, on voit qu'on est finalement dans la moyenne de ce qui sera appliqué. La différence entre l'ancien système et le nouveau système, c'est qu'avant, tout le monde payait la même chose. Et là, ben, en fonction du système sur lequel on est raccordé, que ce soit en eau potable ou en assainissement, ben, le tarif variera. Là, je vous ai mis en fait un peu pour vous donner une idée la chronologie de mise en œuvre, parce que ce travail sur les nouvelles redevances date voilà, c'est un travail de longue haleine hein, qui date de plusieurs années, donc qui a été instauré par la loi de finances de 2024. Donc, il sera mis en œuvre en 2025, comme je disais, mais avec une modulation forfaitaire. Donc, ce qui fait qu'en 2025, ce que vous avez sur votre facture d'eau, c'est les collectivités vont facturer cette redevance pour pouvoir la reverser ensuite en 2026 aux agences. C'est, voilà. Parce que les agences vont demander cette redevance aux collectivités seulement en 2026, mais si elles n'ont pas mis en place ces redevances dès 2025 sur leur facture d'eau, elles n'auront pas les montants pour les reverser. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours un décalage d'un an entre ce qui est reversé à l'agence et ce qui est perçu sur les factures d'eau. En 2026, quand l'agence va calculer la redevance, ça sera la redevance 2025, donc avec une modulation forfaitaire. Et c'est vraiment en 2027 que l'agence appliquera la modulation différenciée en fonction des systèmes d'assainissement. Donc, il y a vraiment une mise en œuvre progressive de ces nouvelles redevances. Je pense que ça fait beaucoup d'informations et ça doit être peut-être un peu difficile à comprendre. Je pourrais répondre à quelques questions après, mais surtout, ce que je vous donne là, voilà, ce sont des liens
vers le site internet de l'agence où vous avez à la fois le replay d'un webinaire que j'avais présenté en juillet 2024 et qui rentre de manière plus détaillée dans la présentation de ces différentes redevances. Et vous avez justement là dans cette présentation les différents critères qui seront utilisés. Il y a deux petites vidéos qui expliquent la réforme des redevances pour les industriels et pour les collectivités, expliquent vraiment ce qui change en fait entre l'ancien et le nouveau dispositif. Vous avez accès à des plaquettes et des fiches techniques qui vous donnent beaucoup plus d'explications et il y a une FAQ, donc les questions les plus fréquentes, qui est une FAQ interagence et qui répond aux principales questions qui nous ont été posées par les parties prenantes ou par nos contacts sur voilà sur la mise en œuvre de cette redevance. Vous avez un lien direct vers cette FAQ qui est ici aussi. Lorsque vous aurez le support, donc là je ne vais pas le présenter, mais je vous ai mis en annexe à disposition des éléments qui figurent de ces fiches techniques et qui détaillent davantage ce que je vous ai présenté, voilà, de manière rapide et peut-être un petit peu trop rapide par rapport à la complexité du dispositif. Mais voilà, s'il y a des questions, peut-être que je peux, Oui. voilà, quelques questions, je peux peut-être y répondre. Alors, merci beaucoup. Malice, je peux prendre la parole? Ouais, merci beaucoup Sandrine. Donc on a déjà quelques questions. Alors Oui. il y a beaucoup de Attends, questions. je veux bien faire une petite synthétisation des questions. Ouais, il y a deux thématiques qui ressortent. Oui, voilà. Merci beaucoup pour ces explications, madame. Euh, Globalement, il y a eu pas mal de réactions dans le chat. Un des principaux sujets, c'est quand même que les usagers vont payer quelque chose pour lequel ils ne sont pas complètement responsables. C'est-à-dire que si les élus ne prennent pas en charge la gestion correcte et aux normes de l'assainissement, par exemple, ou des fuites d'eau, finalement, ben, ça retombe quand même malgré tout sur les usagers. Alors, il y a un cas qui est donné aussi sur le bassin d'Arcachon, où effectivement, les usagers en plus ont des désagréments dans le bassin d'Arcachon, parce qu'il y a des débordements de stations d'épuration, et ils vont quand même payer cette non-efficacité. Donc, c'est quand même un questionnement qui revient pas mal. Avec en question complémentaire sur la modulation, est-ce que ça apparaîtra sur les factures? Est-ce qu'en tant qu'usager, on aura les raisons affichées ou pas des bonus ou l'inverse des malus, on va dire? Comment ça va se dérouler pour que l'usager, en fait, il ait une visibilité de cela? Donc, je vous laisse répondre à ça pour l'instant. Oui. Voilà. Donc, effectivement, pour les redevances de performance, comme je vous le disais, donc le redevable, c'est bien, alors ce qu'on appelle le redevable, c'est bien la collectivité. La redevable, la l'assujettie, c'est la collectivité, puisque c'est la collectivité qui a la main pour. Donc là, c'est légalement en fait. Hein, il fallait que ce soit la collectivité, puisque c'est elle qui peut agir sur la modulation. Par contre, en effet, ça devient une charge pour la collectivité qui doit équilibrer son budget, qui donc va les répercuter. Donc, je comprends tout à fait la question de dire, ben, finalement, l'abonné, derrière, ben, c'est lui qui va payer la redevance alors qu'il n'a pas la main sur sur la modulation, il peut pas agir. Après, ça sera, en tant qu'usager, et ça sera peut-être à des regroupements d'usagers, aux associations, de faire pression sur les collectivités, justement, pour demander des comptes. C'est-à-dire, en tant qu'abonné, l'abonné peut demander des comptes à la collectivité, et ça sera aussi à la collectivité qu'il devra demander, ça répond à la deuxième question, parce que sur la facture d'eau, il n'y aura pas d'affichage de la manière dont la modulation sera appliquée. Parce que ce qui va apparaître sur la facture d'eau, c'est ce qu'on appelle une contre-valeur. C'est-à-dire que nous, à la collectivité, l'agence à la collectivité va facturer la redevance et va lui donner toutes les explications sur le calcul. Donc, le tarif voté par le conseil d'administration, mais également les éléments qui auront servi au calcul de la modulation. Par contre, la collectivité, quand elle va répercuter ça sur la facture d'eau, ça sera elle qui définira elle mettra juste un tarif. Il y aura juste un tarif. Il y aura pas le détail, il y aura pas l'explication du calcul de la modulation. Donc, il faudra que l'abonné se retourne vers la collectivité pour avoir ce détail. Et c'est en ayant ce détail aussi qu'il pourra voir que la modulation n'est pas maximale. Alors,
j'imagine bien qu'un abonné tout seul va avoir du mal à obtenir cette information, mais il y a quand même il y a quand même beaucoup d'associations, et bien vous en faites, voilà, ce webinaire en est aussi l'illustration, hein, voilà, il y a des associations, il y a des regroupements qui peuvent permettre aussi d'agir auprès des collectivités pour avoir ces informations et diffuser, auprès des abonnés. Comment on peut avoir de manière, parce qu'il existe par exemple assainissement.gouv, comment est-ce qu'il y aura une transparence de ces modulations-là sur un site internet, par exemple, sans qu'on ait besoin de faire appel aux collectivités? Le détail de la modulation pour Oui. chaque collectivité, Est-ce qu'il va être accessible, en fait, tout simplement? non, pas à ma connaissance, non, 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 non. C'est dommage. Je continue dans les questions. Donc, il y avait l'exception de l'élevage. Il y a une question qui a été posée sur ce sujet-là par rapport à la redevance de l'agence. La redevance de consommation d'eau potable, oui. Alors, c'est une mesure transitoire. Ok. C'est une mesure transitoire qui a été mise en œuvre. Donc, quand il y avait la redevance de pollution domestique qui était basée sur les mètres cubes d'eau potable, les élevages n'y étaient pas soumis. Euh, Ils étaient exonérés puisqu'il y a une redevance de pollution pour les activités d'élevage. Lorsque cette redevance de consommation a été mise en place et qu'elle il y a des analyses d'impact qui ont été faites, hein, comme je l'ai dit, il y a des impacts qui sont aussi importants pour certains industriels. L'analyse d'impact sur les élevages a montré que les élevages qui se trouvent surtout dans des territoires ruraux et qui Mm. sont alimentés en eau potable euh, se retrouvaient en très grande difficulté s'ils étaient soumis à cette redevance de consommation. Et il était compliqué de mettre très rapidement des mesures transitoires pour les déconnecter des réseaux d'eau potable et abreuver les animaux par d'autres sources que l'eau potable. Et puis sur certains territoires, ça peut mettre ça, voilà, il y a toute une analyse d'impact qui Mhm. était à faire D'accord. pour voir aussi les conséquences d'un déraccordement des élevages des réseaux d'eau potable, parce que sur certaines collectivités, ça peut être problématique. Et donc, il a été décidé de mettre une mesure transitoire et d'exonérer pour une période de 5 ans les élevages, mais uniquement s'ils font l'objet d'un comptage spécifique. C'est-à-dire que si c'est une exploitation agricole qui utilise de l'eau potable, par exemple, pour des usages domestiques, là, cette partie-là sera bien soumise Ok. à la redevance de consommation. C'est l'abreuvement des animaux, en fait, qui a été exonéré. Ok. Et il y avait une question qui est, je pense, partagée par plusieurs personnes, qui sont les critères en fait sur les modulations pour l'eau potable en fait. Euh, c'est quoi les critères globalement, si vous pouvez donner des exemples, puisqu'on Ah, bah on connaît dans nos je, territoires des très grandes variations de la qualité. alors, ce que j'ai fait, je repartage l'écran puisque je l'ai. Euh, voilà. Sur l'eau potable, vous le voyez? Mm. Il s'affiche mon écran? Je n'ai pas Oui, le retour. Oui. Oui, 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 on ça voit. s'affiche. Vous avez, voilà, les coefficients de modulation de la performance d'eau potable. Donc, vous avez deux axes de modulation. Un qui est vraiment lié aux performances du réseau et un qui est lié à la gestion patrimoniale. Et certains de ces éléments étaient déjà pris en compte dans la redevance de prélèvement de ce qu'on appelait la Majo-Grenelle. Il y avait un doublement du taux de la redevance de prélèvement quand les performances des réseaux n'étaient pas bonnes. Et donc, vous avez ici tous les critères détaillés. Donc, sur la performance des réseaux, il y a en fonction de donc il y a une modulation en fonction de l'indice linéaire des volumes non comptés ou du rendement et de l'indice linéaire de consommation. Donc là, on va calculer les deux et on prendra le plus favorable. Parce que suivant que l'habitat est dispersé ou regroupé ou suivant certaines caractéristiques du territoire, l'un peut être plus favorable que l'autre. Donc, on calculera les deux systématiquement et on prendra le plus favorable des deux. Et on prendra aussi en compte, dans le calcul de ce rendement, s'il y a eu des incendies exceptionnels, parce que quand il y a des grosses consommations d'eau potable, pour des incendies exceptionnels, forcément, ça fait chuter le rendement du réseau. Et donc là, ça sera pris en compte pour ne pas pénaliser le rendement, notamment si ne pas pénaliser les performances
si la consommation d'eau potable est due à un usage exceptionnel. Et ensuite, il y a la gestion patrimoniale avec la prise en compte de la connaissance patrimoniale. Donc, c'est l'existence d'un plan des réseaux qui soit à jour, bien sûr. Le linéaire de réseau connu en diamètre et en matériaux, le linéaire de réseau connu en âge. Tous ces indicateurs, ce sont des indicateurs qui figurent dans 6PA. Et l'agence va s'appuyer sur ces indicateurs. Il y aura un lien direct entre 6PA et les outils utilisés par l'agence de l'eau pour le calcul des redevances, puisqu'en fait, les collectivités ne déclareront ces indicateurs uniquement dans 6PA et les agences vont les récupérer. Donc, ce sont des données qui sont déjà connues. Ce ne sont pas des nouveaux indicateurs ou de nouveaux critères qui seront mis à la charge des collectivités. Ce sont des choses qui sont des indicateurs qui sont existants. Et donc, il y a aussi la prise en compte de la gestion patrimoniale avec la mise en œuvre d'un système d'information géographique de bancarisation des fuites et la mise en place d'un programme d'action pour pallier justement les fuites dans les réseaux. D'accord, merci. Le dernier tout petit point qui est de clôture, on va dire, qui a été posé, et puis je rajoute aussi quelque chose, c'est sur la... Mais pourquoi tant de changements et combien vous envisagez de gains supplémentaires? Parce que bien évidemment, il faut gérer l'eau à l'échelle du bassin. Globalement, qu'est-ce qui a fait basculer ça? Alors, ce qui a fait basculer, enfin, l'initiative de la réforme, c'était vraiment le fait de renforcer le principe pollueur-payeur dans les redevances, et c'est-à-dire d'avoir des redevances qui étaient vraiment modulées en fonction des performances et notamment du fait de la disparition des primes de l'aide à la performance épuratoire qui était jusque-là versée aux collectivités. C'était de renforcer ce signal prix qui était donné au travers des redevances. Donc c'est vrai que c'est un dispositif qui est complexe, on est très conscient et on fait beaucoup d'accompagnement auprès des collectivités pour cette mise en œuvre, hein, parce que il faut que les collectivités s'approprient ce nouveau dispositif pour pouvoir le mettre en place, qu'elles prennent aussi conscience des impacts que vont avoir ces différents critères, hein, les différentes performances. Elles vont prendre conscience en fait de l'impact sur le montant de la redevance et donc les améliorations qui sont à faire pour baisser les montants de redevance. Donc c'est quelque chose voilà qui va être mis en place progressivement. La réforme en fait, quand on a déterminé les taux de redevance que je vous ai présenté tout à l'heure à l'échelle du bassin Andon-Garonne, on l'a fait à ce qu'on appelle isofiscalité. C'est-à-dire que l'on a regardé ce que rapportait en termes de redevances, les redevances qui ont été supprimées, redevances de pollution domestique, redevances de modernisation des réseaux de collecte, et on a gardé ce même montant pour avoir le rendement des 3 nouvelles redevances. Et c'est comme ça que l'on a déterminé les taux de redevance en fonction des assiettes de chacune des redevances et des performances moyennes que l'on connaissait déjà à l'échelle du bassin d'Angaronne. Ok, merci beaucoup pour ces explications. Maëlys, je te laisse reprendre. Oui, merci beaucoup pour ces réponses. On va passer à la suite si on veut avoir le temps de tout traiter. Alors, juste avant de laisser la parole à nos intervenants qui peuvent partager leur écran déjà pour Stéphane. Du coup, 2 petits mots de contexte sur la tarification progressive. C'est une tarification qui vise à réduire justement les consommations d'eau en augmentant le prix du mètre cube à mesure que la consommation augmente. Donc, on se souvient tous des tensions hydriques et des sécheresses de 2022. Elles avaient mis justement au cœur de l'actualité cette nécessaire sobriété en eau. Et au printemps 2023, le gouvernement avait lancé le plan eau, dans lequel la tarification progressive est encouragée. Donc, il y a plusieurs collectivités qui ont expérimenté la tarification progressive, avec les pionnières, notamment Dunkerque, Montpellier Métropole, mais aussi Libourne, près de Bordeaux, Muret, à côté de Toulouse, et d'autres qui l'ont abandonné après expérimentation, comme c'est le cas de Bordeaux Métropole. Et donc, l'idée, là, c'était d'avoir le témoignage d'expériences différentes sur des tarifications les plus sociales et environnementales possibles. Et donc, notamment sur Montpellier Métropole et sur Bordeaux Métropole. Donc, je vous laisse la parole, Stéphane. On voit bien la présentation. Oui, c'est bon. Ouais. Oui, bonjour. Donc voilà, je suis Stéphane Moulinas, donc je suis le directeur finance et relations usagers donc de la Régie des eaux de Montpellier. Voilà, je vais vous faire une brève présentation bon, de la régie, de l'organisation de notre système
d'alimentation d'eau potable et d'assainissement, et avant d'aborder le sujet de la tarification dans un second temps. Donc la régie de Montpellier a été créée en 2016. Donc c'était une délégation de services publics avant cette date-là. Donc c'était Veolia qui était en charge de la délégation. Donc création de la régie sur volonté politique de la métropole en 2016 sur un périmètre de 14 communes. Donc la métropole de Montpellier, c'est 31 communes. Et donc on est compétent sur l'eau potable sur 14 des 31 communes. Donc ça représente, donc dans les 14 communes, il y a Montpellier, hein, donc ça représente quand même 85% de la population de la métropole. Depuis 2023, on a l'assainissement qui s'est greffé, donc la compétence assainissement qui s'est greffée à celle de l'eau potable, donc elle sur les 31 communes de la métropole, donc sur l'ensemble du territoire de la métropole. Et on a également une compétence eau brute, donc depuis 2016. Alors ce qu'on appelle l'eau brute, c'est l'eau, alors c'est un réseau qui est distinct du réseau d'eau potable, hein, bien sûr. Donc voilà, bah, c'est l'eau du Rhône qui irrigue, qui est à l'usage d'irrigation pour l'agriculture ou pour les espaces verts. Bon, c'est un petit réseau, hein, 300 km de réseau. Et puis on a également la compétence défense incendie, alors qui est une compétence conservée par la métropole, mais qui est par convention gérée par la régie depuis 2023 également. Donc voilà pour les missions de la régie. La métropole, de son côté, a conservé certaines compétences, notamment la préservation des ressources en eau en relation avec certaines politiques publiques, bon, comme l'agriculture, l'urbanisme, et a également conservé tout ce qui est le pluvial, la GEPU, c'est-à-dire la gestion du pluvial, les réseaux de pluvial, et puis la compétence GEMAPI. Alors, sur l'organisation de notre réseau d'alimentation en eau potable, donc, ça concerne donc le captage, le traitement et la distribution de l'eau potable. Donc, comme je vous le disais, c'est 14 communes et 420 000 habitants. Donc, c'est à peu près 85% de la population de la métropole. Donc, on a la chance à Montpellier d'avoir une source qui est la source du Lez, pour ceux qui connaissent un peu la métropole. C'est une source qui est située à 20 km au nord du littoral, hein. Voilà, et qui traverse, donc le Lez est un fleuve donc qui traverse la métropole et qui se jette à Palavas dans la mer. Voilà. Donc on capte cette eau à la source et bon, c'est une eau de bonne qualité qui nécessite pas beaucoup de traitement. Et c'est une eau qui est disponible à peu près 10 mois sur 12. Bon, pour les mois de juillet et août, on bascule sur de l'eau du Rhône, puisque l'eau du Lez est plus suffisamment disponible. Sur l'assainissement, donc là, la régie est compétente sur les 31 communes de la métropole, donc ça couvre quasiment 500 000 habitants. Bon, il faut savoir que la métropole de Montpellier, c'est la métropole la plus attractive en France, hein. Donc, c'est celle qui grossit, la métropole qui grossit le plus en proportion d'année en année. On accueille 5000 nouveaux habitants tous les ans, avec les conséquences que ça peut avoir sur les réseaux. Voilà, donc sur l'assainissement, on a bon, des petites steps qui sont décentralisées, donc qui couvrent une ou plusieurs petites communes rurales. Et puis on a surtout une station principale qui est Maera. Donc vous voyez là au centre, ici, donc qui couvre 470 000 équivalents habitants. Donc, et qui collecte donc les eaux usées pour Montpellier, mais aussi pour pas mal de communes autour de Montpellier. Donc il faut savoir qu'on est en train de moderniser Maïra jusqu'en donc là il y a une opération de modernisation qui a débuté l'année dernière qui
va s'achever en 2027 pour donc passer Maïra de 470 000 équivalents habitants à quasiment 700 000 équivalents habitants. Donc il y a un saut quantitatif en équivalent habitant, mais il y a aussi un saut qualitatif puisque c'est une station qui va à terme produire 2 fois plus d'énergie qu'elle en consomme. Et puis on va également améliorer le traitement des boues et faire en sorte que ce soit une usine qui réponde à toutes les normes environnementales en vigueur. Alors ici un petit graphique pour avoir une idée du prix par rapport à d'autres métropoles. Alors on voit que Montpellier quand même est bien loti en termes de prix. Alors on est un peu en dessous, enfin Maëlys, la présentation était à 3,40 €, 4,50 € en national dans la présentation sur 2023. Alors je suis un peu en dessous, mais je pense qu'il y a un décalage d'une année. Euh, et on voit que Montpellier donc, est bien en dessous sur 2023 par rapport à cette moyenne nationale autour de 4,40 ou 4,50 en TTC pour 120 mètres cubes. Bon, ça c'est dû au fait qu'on a une ressource qui est disponible 10 mois sur 12 hein, et qui est une ressource qui présente une bonne qualité d'eau, qui nécessite pas beaucoup de traitement. Et puis on a également un réseau assez dense, hein, puisque on a quand même la ville de Montpellier qui représente 80%, 85% de la population au niveau de la métropole. Donc c'est un réseau assez dense. Donc le tout fait qu'on a un prix de l'eau qui est assez nettement en dessous de la moyenne nationale. Alors ici, vous voyez l'évolution du prix en distinguant l'eau potable et l'assainissement. Donc en bleu, c'est l'eau potable, donc c'est l'évolution depuis 2005. Et en orange, c'est l'assainissement. Donc il y a sur cette évolution, il y a quelques ruptures. Vous voyez, en 2016, donc on a eu moins de 10% sur l'eau et l'assainissement, donc quand on est passé en régie publique. Et puis, on a également une baisse en 2023, on a eu la mise en place d'une tarification progressive avec les 15 premiers mètres cubes gratuits. Donc, il y a eu un effet, quand on calcule sur un standard de 120 mètres cubes, ça a mécaniquement un effet sur le prix au mètre cube. Bon, ça a été compensé par une augmentation du prix sur l'assainissement, puisqu'on a, je vous disais, la modernisation de l'usine Maïra qui a un coût important, hein, c'est 165 millions d'euros hein, sur la période, donc on a forcément une augmentation du prix liée à l'assainissement. Alors, depuis le 1er janvier 2023, la régie a mis en place une nouvelle tarification. Donc, il y a deux volets dans la mise en place de cette tarification. Il y a un volet donc tarification progressive pour les compteurs individuels. Donc, ça touche à peu près un peu plus de 50% des volumes facturés, hein. Et ça touche uniquement les compteurs individuels. Donc, que ce soit des ménages ou des entreprises ou les collectivités. En revanche, ne sont pas concernés par cette tarification les ménages qui habitent en logement collectif avec des compteurs généraux. Parce qu'on peut être en logement collectif et avoir des compteurs individuels, hein. Dans ce cas-là, ces personnes sont concernées par la tarification individuelle. Mais dès lors que vous êtes en logement collectif avec un compteur général, vous n'êtes pas concerné par cette tarification progressive. Bon, parce que ça n'a pas trop de sens de faire une tarification progressive compte tenu de la diversité des logements collectifs. Et donc, associé à cette tarification progressive, on a mis en place une aide directe aux usagers. Alors là, c'est à tous les usagers, hein, y compris ceux qui sont en logement collectif avec des compteurs généraux. Donc, c'est une aide qui est versée automatiquement aux usagers éligibles en dessous d'un certain niveau de revenu sur la base des informations transmises par la CAF. Donc, c'est un versement automatique, hein, il n'y a aucune démarche à faire par les usagers.
Donc là, le foyer ou le ménage est éligible. Donc si la facture théorique, donc qui est calculée sur la base de la composition du ménage, donc c'est les informations de la CAF hein, qui nous arrivent et qui indiquent le nombre de personnes composant le foyer et les revenus. Donc si la facture, le montant de la facture théorique est supérieur à 3% du revenu disponible, on rembourse le delta entre les 3% et le montant de la facture théorique. Donc au final, ça fait une aide autour de 20 euros, donc qui correspond au montant de l'abonnement, 20 euros annuel, hein. Et ça va au minimum de 10 euros ça peut aller jusqu'à 200 euros au maximum pour les cas extrêmes de familles très nombreuses avec des revenus faibles. Donc voilà, donc ces deux volets, tarification progressive et aide aux usagers, sont indissociables. Alors sur la grille tarifaire qui a été mise en place à partir du 1er janvier 2023, donc vous voyez qu'on distingue les ménages et ce qu'on appelle le hors ménage, hein, c'est-à-dire les entreprises, les collectivités. Sur les ménages, donc dès lors que vous avez un compteur individuel, vous êtes soumis à la tarification progressive. Donc, vous voyez ici les tranches concernées, donc une tarification qui est très progressive et qui avec des pas importants sur chaque tranche de tarification. Alors un ménage on va dire 4 ou 5 personnes, une consommation normale, hein, c'est de l'ordre de 100 mètres cubes par an, hein. Voilà. Donc vous voyez que pour arriver sur des seuils à 240 mètres cubes par an, bon, faut quand même faut quand même avoir un niveau de consommation sur d'autres usages que la simple alimentation, hygiène, voilà. Donc c'est plus là, on est sur de l'arrosage de jardin, des maisons avec des piscines, voilà. Alors, sur les compteurs collectifs, comme je vous le disais, il n'y a pas de tarification progressive, hein, donc on a un tarif unique. Et puis, pour le hors ménage, on a également une tarification progressive, mais avec des pas beaucoup moins importants pour ne pas pénaliser des gros consommateurs bon, structurels que peuvent être, par exemple, sur le territoire de Montpellier, le CHU ou les universités. Voilà, donc ça ce sont des gros consommateurs par nature, donc on ne souhaitait pas les pénaliser par une tarification progressive trop marquée. Donc ça, c'est la tarification progressive. Et sur l'aide qu'on a mis en place auprès des usagers, donc voilà, enfin voilà, c'est les stats hein, qui ont été calculées en 2023. Donc ça concerne 28 000 foyers potentiellement bénéficiaires pour un budget total pour la régie de 610 000 euros, avec une aide moyenne de 21 euros. Alors cette aide, on voulait la mettre en place en 2023, mais elle a été reportée en 2025 du fait d'un blocage de la Caisse nationale des affaires familiales, la CNAF. Euh, donc c'est un blocage au niveau national hein, qui concerne pas seulement la régie de Montpellier, mais il y a d'autres régies qui ont été confrontées à ce blocage, puisque la CNAF enfin, veut mettre en place une politique de transmission des données personnelles qui soit uniforme et au niveau national. Donc aujourd'hui, les choses se débloquent, mais voilà, on a 2 ans de retard dans la mise en place de cette aide. Alors, un petit retour d'expérience au bout de 2 ans de mise en œuvre, puisque, comme je vous le disais, on a mis en place la nouvelle tarification au 1er janvier 2023. Donc là, maintenant, ça fait 2 ans, on commence à avoir un peu de recul. Euh, alors, on fait une enquête annuelle auprès de nos usagers sur une enquête de satisfaction, hein, où on teste 6 critères de satisfaction auprès d'un échantillon de 600 personnes. Alors, c'est pas nous qui le faisons, hein, c'est un institut indépendant.
Et on demande pour chacun des 6 critères de noter de 1 à 10. 1, c'est je suis très insatisfait, et 10, je suis très satisfait. Et voilà, chacun des critères. Donc, on voyait jusqu'en 2023 que le critère du prix était le critère qui était le moins satisfaisant aux yeux de nos usagers. Et on voit en 2024 qu'il y a une petite évolution puisqu'on passe de 6,7 à 7,3. Donc, ça ne devient plus le critère qui est le plus vecteur d'insatisfaction, si on peut dire. Voilà, donc ça, on peut relier ça à la nouvelle tarification, mais bon, on n'a pas d'éléments probants, mais c'est quand même un élément. Sur les aspects statistiques d'évolution des volumes facturés, donc voilà, vous avez l'évolution entre 2022, 2023, 2024 selon les catégories d'abonnement. Donc la première ligne, ce sont les compteurs individuels d'habitation. La deuxième ligne, les compteurs généraux. Et la troisième ligne, les compteurs individuels hors habitation, donc les entreprises et les collectivités, avec les niveaux donc de volume facturé. Donc là, ce sont des mètres cubes, hein. On a un total voilà, de 23 millions en 2024 de mètres cubes facturés. Et vous voyez donc, entre 2022 et 2023, on a une baisse des consommations de 3,2% au niveau de la métropole. Bon, on est dans la moyenne du niveau national, hein, puisqu'on était à 3,5% de baisse au niveau national. On n'a pas encore les chiffres au niveau national entre 2023 et 2024, mais au niveau de la métropole de Montpellier, donc on continue à baisser. Et on voit qu'il y a une baisse plus prononcée sur les catégories d'abonnés qui ont une tarification progressive. Donc c'est la première et la troisième ligne, hein, vous voyez, où la baisse est beaucoup plus marquée sur ces catégories-là. Donc ça peut laisser penser que la tarification a joué son rôle, même si on sait que c'est pas le signal prix n'est pas le seul élément pour agir en matière de baisse des consommations, hein. Là, voilà, on a opéré, on fait de la communication autour de l'importance de l'utilisation raisonnée de la ressource. Et on a lancé également, alors c'est l'ALEC, c'est l'association locale énergie-climat, qui a lancé une initiative pour aider les collectivités. Donc c'est le label commune Economao. Donc qui aide qui accompagne les collectivités à analyser leur consommation et à mener des actions pour faire baisser les consommations. Voilà, donc il y a d'autres actions que le signal prix et qui peuvent expliquer aussi que les consommations ont baissé sur ces secteurs-là. Donc voilà pour la présentation. J'ai pas on arrive au terme là, de la présentation. Merci beaucoup, Stéphane. On va passer à la seconde présentation sur Bordeaux Métropole. Marianne, si vous voulez partager votre écran. Rapidement, deux petites questions qui concernent Montpellier Métropole. On avait une question sur le montant de l'abonnement pour un compteur individuel. Ouais, alors on est à 18 euros par an. On est très bas sur l'abonnement. Et on avait une question sur la prise en compte du nombre de personnes dans les ménages dans la tarification progressive. Voilà, donc ça représente un tiers des ménages. Et donc ça veut dire que les 2 tiers des ménages ne sont pas concernés par la tarification puisqu'ils habitent et ils résident dans du collectif avec des compteurs généraux. Bon, merci beaucoup. On aura le temps aussi de répondre aux autres questions s'il y en a à la fin du webinaire. Il y a un temps qui est prévu pour ça. Et du coup, Marianne, je vous laisse la parole. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui. Marianne Péricot-Massé, moi je travaille à la Régie de l'eau de Bordeaux Métropole et je suis collaboratrice de la présidente de cette régie. Donc je voulais d'abord vous faire un petit retour rapide sur la Régie de l'eau de Bordeaux Métropole.
qui est en fait une régie publique depuis début 2023. Et pourquoi une gestion publique de l'eau? C'est d'abord une décision politique des élus de la métropole de Bordeaux qui ont décidé de la création de cette entreprise publique pour répondre aux enjeux de l'eau sur le territoire. Et c'est un choix qui est porté par plusieurs convictions qu'a pu rappeler Maëlys au début du webinaire, qui est que l'eau, c'est une ressource vitale à préserver, que l'eau est un bien commun et que donc du coup, il doit être géré de manière publique et que c'est un service public qui est essentiel à la population. Et c'est la raison pour laquelle les élus de la métropole de Bordeaux ont souhaité la création de cette entreprise publique qui permet de répondre plus efficacement aux attentes des citoyens, notamment en termes de transparence, mais aussi de se projeter à plus long terme sur les enjeux du dérèglement climatique, en termes d'adaptation notamment. Le périmètre de notre service, c'est donc la métropole de Bordeaux, c'est 28 communes, et nous, on est compétents sur 23 de ces 28 communes. On dessert une population de 800 000 habitants. On a 309 abonnés au service, et le réseau, en tout cas pour l'eau potable, est de plus de 3200 km. Donc ça, c'est ce qui concerne l'eau potable. Et au 1er janvier 2026, les élus de la métropole ont décidé que l'assainissement, qui est actuellement en DSP avec une filiale de Veolia, passe en gestion publique également. Donc au 1er janvier 2026, on aura une régie de l'eau comme à Montpellier qui traitera de l'eau potable et également de l'assainissement. Pour ce qui est de la structure tarifaire de la régie, elle a été mise en place au 1er janvier 2024, donc il y a tout juste un an. Et l'idée, c'était qu'elle soit plus juste, plus sociale et plus environnementale. Et c'est ce que je vais vous détailler par la suite. Mais d'abord, je voulais qu'on précise ce qu'on entendait par le prix de l'eau. Sur le territoire de la métropole, on est autour de 3,99 euros le mètre cube, ce qui se situe dans la moyenne nationale qui vous a été indiquée au début du webinaire. Et la facture d'eau, on a 46% du prix qui concerne la production de l'eau potable, 37% qui concerne la dépollution des eaux usées et le pluvial, et 17% qui sont les taxes et redevances, notamment de l'agence de l'eau. Et donc là, on va se concentrer sur la partie de la facture qui concerne la production de l'eau potable. Marianne, je me permets de vous couper. Je ne sais pas si vous êtes en mode présentation, parce qu'on voit les diapos qui arrivent. D'accord, je ne vois pas trop ce que je peux faire différemment. Bon, sinon, c'est pas grave. On voit juste deux diapos différentes. Ah, vous voulez deux diapos. Et comme ça, pareil. Parfait. Non, non, là, c'est un bon terme. Merci. Donc sur le territoire de Bordeaux Métropole, on avait ces 10 dernières années une tarification progressive qui a été abandonnée au 1er janvier 2024 en faveur d'une tarification avec une tranche unique. Pourquoi? Parce que, alors déjà, la tarification progressive sur les 10 dernières années, elle était composée de 3 tranches de consommation. Une première qui était de 0 à 170 mètres cubes, une seconde de 170 mètres cubes à 5400, et au-dessus de 5400, c'était la troisième tranche de consommation. Et il y a un travail collectif qui a été mené par les élus quand la régie est passée en gestion publique pour se demander comment la structure tarifaire peut refléter les enjeux du territoire. Et donc, on s'est appuyé sur des données sociodémographiques qui ont prouvé que la tarification progressive n'avait pas d'impact incitatif sur les économies d'eau, ni sur les effets sociaux qui étaient souhaités. Et ça rejoint un rapport du CESE, le Conseil économique, social et environnemental, qui a publié un rapport en fin 2023 qui remettait quelque part en question la tarification progressive, pardon, et qui plaidait pour que ce soit une solution, que les territoires puissent expérimenter des solutions qui correspondent à leurs enjeux. Et c'est ce qui a été fait sur le territoire de Bordeaux Métropole. Donc, pourquoi la tarification progressive a été abandonnée sur le territoire de Bordeaux Métropole? C'est suite à plusieurs constats. Sur notre territoire, il y a plus de 40% des ménages qui ne perçoivent pas de facture individuelle. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas facturés directement par le service, ils le sont au titre de leur charge, donc via un syndic ou un bailleur. Et pour nous, ça présentait des effets de bord injustes, puisqu'ils étaient facturés justement sur une tranche de consommation qui était supérieure, puisqu'ils étaient facturés de manière collective. Et donc, ce qui faisait que, par exemple, une personne seule en HLM, qui était très sobre dans sa consommation d'eau, pouvait payer plus cher son mètre cube qu'une famille nombreuse propriétaire d'une maison qui était facturée directement. Donc ça, c'était les effets de bord injustes qui ont été constatés. Et près de 50% des ménages sont des personnes seules. Ça veut dire que là, on est sur des petites consommations et qu'une tarification progressive n'est pas tant incitative que ça par rapport aux économies d'eau.
Un constat aussi qu'on a fait, c'est que le service de l'eau ne connaît pas la composition du foyer derrière le compteur. C'est-à-dire que c'est difficile pour nous, en tant que service d'eau, de définir des consommations raisonnables. Parce que nous, ce qu'on voit d'un point de vue du service, c'est que tel usager consomme 50 mètres cubes d'eau et tel autre 120 mètres cubes. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que derrière, on a des personnes qui sont très sobres dans leur consommation ou est-ce qu'on a plusieurs personnes qui ont une consommation plus importante. Donc là, par exemple, nous, le service, on voit qu'une consommation, par exemple, indicative de 50 mètres cubes, est-ce que derrière, c'est une personne qui est pas très sobre en eau, ou est-ce que c'est plusieurs personnes qui sont assez sobres? Ça, on n'a pas moyen de déterminer, de le savoir. Donc la nouvelle tarification qui a été décidée au 1er janvier 2024, c'est d'abandonner les 3 parts de consommation progressive et de faire un seul prix pour tous, pour que ce soit plus lisible. Et donc c'est 1,51 mètre cube pour la part variable. À ça, les élus de la métropole ont choisi d'associer des mesures de justice sociale, entre guillemets, avec une baisse des frais d'accès au service à 15 euros. Avant, c'était à 50 euros. Et ce qu'on voyait, c'est que sur la métropole de Bordeaux, il y a de nombreux étudiants qui ont beaucoup de mobilité et qui, à chaque fois, devaient repayer les frais d'accès au service. Donc là, on les a baissés. Et puis, une des mesures principales de cette nouvelle tarification, c'est la baisse de la part fixe de 30%. Parce que donc, ce que on vous disait en début de webinaire, c'est qu'il y a une part fixe et une part variable. Et donc, quand on baisse cette part fixe, ça fait que la part variable prend plus de place et donc ça permet de plus inciter aux économies d'eau. Puisqu'en fait, plus on consomme, plus on paye, et donc moins on consomme, moins on paye. Donc la baisse de la part fixe, c'est en même temps une mesure, c'est une mesure qui est environnementale et qui incite aux économies d'eau, et puis qui est plus juste, puisque nous, 50% des ménages sont des personnes seules. Donc ça baisse leur abonnement au service de l'eau. Montpellier a mentionné la mise en place d'une aide sociale automatique pour les publics précaires. Donc, on est sur le même principe, nous, à Bordeaux Métropole, c'est-à-dire que les personnes qui consacrent plus de 3% de leur revenu au paiement des factures d'eau sont considérées comme précaires économiquement. C'est le cadre qui est fixé. Et donc, j'ai le plaisir de vous annoncer que cette semaine, on a enfin réussi à conventionner avec la CAF de la Gironde. Ça faisait 2 ans qu'on attendait aussi cette automatisation de l'aide et que cette aide sociale automatique sera mise en place pour l'année 2025 sur le territoire de la métropole. Nous, on a estimé que ça allait concerner 17 000 foyers, donc c'est pas négligeable. Et pareil que Montpellier, ça sera une aide sociale qui sera versée à partir d'un montant plancher de 10 euros, qui sera versée automatiquement. Et pour nous, c'est une très bonne nouvelle parce que ce qu'on a constaté quand on a réfléchi sur la structure tarifaire, c'est qu'il y avait un taux important de non-recours aux aides. C'est-à-dire que les personnes précaires en eau devaient aller demander le chèque eau via leur CCAS ou autre. Et en fait, ce qu'on constatait, c'était que l'enveloppe dédiée à cette aide sociale à l'eau était très peu consommée parce que ce phénomène de non-recours aux aides, il est connu sur d'autres sujets, mais c'est que les démarches peuvent être chronophages, compliquées, il faut avoir l'information. Donc maintenant que cette aide sociale est automatique, ça permet que les personnes n'aient pas à demander, mais soient directement bénéficiaires. Et puis, cette nouvelle tarification à Bordeaux Métropole, on a essayé qu'elle soit le plus maîtrisée possible face à l'inflation. En conclusion, sur le sujet de la tarification, on en parle souvent comme un levier pour tendre vers la sobriété. On voit que ça peut être le cas, mais que c'est pas le seul moyen, qu'il y a bien sûr d'autres actions à mener, les actions de sensibilisation. Et là, je vous ai mis une campagne qu'on fait sur notre métropole, parce que nous, on puise notre eau dans des nappes souterraines très profondes. Et donc, on fait des campagnes de sensibilisation, de communication pour dire attention, notre ressource est précieuse, tous ensemble, tous les usagers, nous pouvons l'économiser. Il y a aussi l'amélioration de la performance du service d'eau, pareil avec la réduction des fuites. Donc, nous, on a mis en place tout un tas d'actions pour réduire les fuites sur notre territoire. On a aussi un dispositif qui a été lancé cette année d'ambassadeurs de l'eau, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont sur le territoire pour installer des dispositifs hydroéconomes chez les familles et chez les usagers. Et puis le développement de ressources alternatives. Pour vous donner un exemple, nous sur la métropole, on a un service d'eau industrielle qui est de l'eau qui est puisée dans la Garonne, qui n'a pas besoin d'être potable pour les usages industriels, mais ce qui permet de soulager le service sur le volet eau potable.
Et donc, nous, ce qu'on constate, c'est que cette nouvelle tarification, elle est plus juste, elle est plus sociale et elle est aussi plus environnementale, mais c'est pas le seul levier, parce que ce qu'on constate, c'est que contrairement à d'autres services, par exemple l'électricité, il n'y a pas d'élasticité prix sur l'eau, c'est-à-dire l'eau, euh, contrairement à l'énergie, quand les prix augmentent beaucoup, les personnes réduisent leur consommation. Sur l'eau, vu le niveau de prix actuel, c'est pas forcément le cas. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Marianne. On avait du coup quelques questions. Une question pour Montpellier. Donc, envisagez-vous d'augmenter le prix de l'eau pour faire face à la baisse de consommation et aux investissements futurs? Forcément, puisque, étant donné que on a un principe de l'eau pélo qu'on a rappelé, donc les baisses de consommation se répercutent forcément sur le budget, et donc à long terme, il faut revoir le prix pour équilibrer le budget, d'autant plus si on a des investissements importants à faire, hein. Donc là, il y a une équation effectivement qui est simple à faire, mais qui se traduit forcément par une augmentation du prix de l'eau, hein. Et on avait la même question aussi que pour Montpellier sur Bordeaux. Quelle est la part fixe, le coût de la part fixe? Alors, pour le détail, la part fixe hors taxe au 1er janvier 2024 sur une facture totale, euh, c'est 43,68 euros sur le total de la facture, hein, sur 120 mètres cubes sur un an. Donc avant la part fixe au 1er janvier 2023 était à 60,58 euros hors taxe. Merci beaucoup. Et je crois qu'on n'avait pas d'autres questions. Donc, on va pouvoir clôturer le webinaire. Donc, merci beaucoup aux intervenants et merci à tous d'être venus nombreux au webinaire. On espère que ça aura répondu à vos questions et vos attentes. S'il y a des questions que vous posez qui nécessitent voilà, juste une réponse plus complète, vous pouvez nous les adresser par mail. Il y aura mon contact en fin de diapositive. Le replay sera disponible aussi sur nos sites web et on vous enverra le support de présentation. Vous trouverez aussi une diapo ressources avec plusieurs ressources, et donc notamment le rapport l'avis du CESE qu'a mentionné Marianne et d'autres ressources aussi. Deux petits mots sur les prochains ateliers Sentinelle de l'eau. Vous retrouverez ici le lien pour vous inscrire aux prochains ateliers, sur aussi la possibilité d'adhérer à notre mouvement et de nous soutenir. Et donc, vous pouvez rester connecté, on vous informera des futurs ateliers. Il y a la lettre réseau aussi auquel vous pouvez vous abonner. Et il me reste à vous souhaiter une bonne soirée et à bientôt. Merci beaucoup.